Pierre Otus, bonjour. Bonjour. Directeur général de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Alors vous publiez, c'est très attendu, comme chaque année, votre baromètre, votre observatoire sur l'évolution des taxes foncières en France, avec tout d'abord un constat, une hausse de 35% en l'espace de 10 ans. Pourquoi et comment l'expliquer ? Alors c'est une trajectoire qui inquiète fortement les propriétaires et effectivement, suite à de nombreuses délégations de nouveaux pouvoirs pour les élus locaux et leur capacité à prélever l'impôt sur seuls les propriétaires, parce que la taxe foncière est un fort levier fiscal pour les collectivités locales qui ont besoin de se financer, ou qu'en tout cas qui ont besoin de faire des choix budgétaires en fonction de ces prélèvements obligatoires. Et force est de constater que les élus locaux se sont beaucoup servis sur les propriétaires, quelle qu'en soit la raison par ailleurs, et ont augmenté très fortement. La trajectoire sur 10 ans est très impressionnante, parce que c'est 3 à 4 fois l'augmentation de l'inflation, ou même que l'augmentation des loyers, dont on parle souvent qu'ils ont explosé. Effectivement, dans certaines villes, les loyers ont un peu augmenté, mais quand on regarde dans la globalité, effectivement, la taxe foncière a grossi, a grandi 3 fois plus vite que l'inflation ou les loyers. Ça c'est sur 10 ans, maintenant oui. Sur 2019, pas de forte hausse, en tout cas là, c'est un constat qui est un peu différent. Oui, alors à la veille des élections, on a l'habitude, ça fait 13 ans qu'on fait cet observatoire et on note une certaine sagesse des élus locaux, toujours à la veille des élections, et là ce sont les élections municipales. Effectivement, à la veille d'élections, on ne prend pas le risque d'augmenter la fiscalité locale. Et puis par ailleurs, elle a tellement augmenté les 10 années précédentes qu'aujourd'hui on arrive peut-être à un taquet que les propriétaires sont prêts à payer. En revanche, on observe que sur le travail des bases, sur l'origine sur laquelle on applique des taux des taxes foncières, on observe que, par exemple, en Isère, il y a une recherche de matière fiscale où 100 000 locaux ont été réévalués et que mécaniquement, la taxe foncière a augmenté sans même que les élus locaux n'aient eu besoin d'augmenter leur taux. Si l'on regarde dans le détail, ville par ville, en tout cas les plus importantes, les plus fortes hausses de taxes foncières, quelles sont-elles ? Quelle ville ? Alors, cette année, on peut citer le cas de Paris. Traditionnellement, on disait que Paris, la taxe foncière n'était pas élevée par rapport au reste du territoire, grâce à des bases assez faibles, qu'on hérite d'ailleurs des années Chirac, si on peut le recontextualiser. Effectivement, à Paris, comme ils ont activé leur taux départemental, je rappelle que Paris est un département, sur 10 ans, on observe une augmentation de la taxe foncière de 80%, ce qui est très important et qui, au final, pèse beaucoup dans le budget des ménages et des classes moyennes qui n'arrivent plus à devenir propriétaires à Paris pour se loger. Et ça, c'est un vrai facteur d'inquiétude et c'est un vrai sujet à mettre sur la table dans le débat des municipales qui arrive, et c'est le cas dans d'autres communes de France. Paris et d'autres villes aussi où il y a eu de fortes hausses de taxes foncières en 10 ans, on peut les citer ? Oui, alors il y a Nice aussi qu'on pourrait citer l'année dernière, qui a activé, elle, son taux métropolitain et qui mécaniquement a fait exploser sa taxe foncière. Il faut quand même préciser que cette année, et ils s'y étaient engagés l'année dernière à l'occasion de notre observatoire avec nous, ils ont compensé la hausse de l'année dernière cette année, de 2018 sur 2019, pour compenser cette hausse. Mais Nice, effectivement, a fait exploser aussi sa taxe foncière sur un certain nombre d'années. Alors vous me direz, les propriétaires ont bénéficié de nouveaux équipements, d'une ville qui s'est très embellie, qui s'est beaucoup développée, c'est vrai. Mais au final, il y a toujours des propriétaires et des propriétaires très souvent modestes, qui ne peuvent plus payer leur taxe foncière et qui se posent des questions de la manière dont ils vont pouvoir régler ce prélèvement obligatoire. Et à l'opposé, quelles sont les villes où il y a eu la moins forte augmentation justement de taxes foncières ? Quelles sont-elles ? Alors, on a la ville de Caen, par exemple, qu'on pourrait citer, qui est très vertueuse dans ce domaine, qui n'a pas ou peu augmenté sa taxe foncière et qui a parfois même appliqué des taux plus faibles pour compenser la revalorisation annuelle votée par les députés, qui était de 2,2%, qui est 2 fois supérieure à l'inflation, rien que sur les bases. On peut citer le cas de Reims aussi, qui a fait un pacte de fiscalité avec l'ensemble des communes de la métropole pour compenser l'activation d'un taux métropolitain. Et puis le département du Morbihan, qu'il faut saluer, parce que sur la 3e année consécutive, leur taux a baissé, comme quoi c'est possible, et il est possible de gérer sa collectivité de manière très rigoureuse, afin de pouvoir baisser les prélèvements obligatoires. Et donc dans ce département du Morbihan, les propriétaires ont vu leur taxe foncière baisser, et ça c'est fort heureux. Où en est le calcul des révisions locatives ? Où en est-on sur justement
Alors on Ça a été un peu la anticipait, patate chaude, hein, chaque exactement, année, ça fait 25 ou 30 ouais, ans qu'on parle de cette revalorisation des valeurs locatives qui date existe des depuis années, les années 70. exactement. Ça devait être dans le projet de loi de finances, et puis il semblerait que le gouvernement n'ait pas voulu qu'on fasse le lien entre la suppression de la taxe d'habitation et une réforme d'envergure qui aurait noyé un peu cette réforme pour la financer en quelque sorte. Et donc ils ont choisi de la prévoir pour 2026. Ce qui est assez sage et qui nous laisse le temps de se concerter et de travailler de pair avec le gouvernement. Ce à quoi on lance un appel d'ailleurs, un pacte de fiscalité entre l'État, les collectivités locales et en y associant les propriétaires. Parce que localement, on a les élus locaux qui sont très inquiets. On le voit d'ailleurs avec le gel de la base sur la taxe d'habitation, par exemple, où 250 millions étaient potentiellement perdus par les collectivités locales. Ce gel a été modifié par un amendement la semaine dernière au projet de loi de finances. Et donc, les élus locaux sont bien inquiets des ressources qu'ils peuvent recevoir des propriétaires en l'occurrence. Et puis, il y a les propriétaires. Quand on se déplace dans tous les territoires, n'importe où en France, nombreux sont les propriétaires occupants ou les propriétaires bailleurs qui viennent nous voir et nous dire écoutez, moi, ma taxe foncière, elle a encore augmenté, ça devient vraiment très cher. On m'a révisé ma base sans vraiment me donner d'explication. Là, c'est le cas de l'Isère. Donc pour l'instant, c'est l'Isère en tout cas qui a été... Il y a eu un phénomène massif en Isère. On a aussi quelques cas en Indre-et-Loire qui sont plus circonscrits, mais cette réévaluation d'envergure, comme le dit la DGFiP locale, les services des impôts fonciers locaux, d'envergure sur 100 000 locaux, semble-t-il, et de nombreux adhérents sont venus nous voir et propriétaires sont venus nous voir au cours de l'été pour nous dire on nous a réévalué, je ne comprends pas pourquoi, mon immeuble n'a pas changé, je n'ai pas eu de visite de la part des services fiscaux dans mon appartement, je n'ai pas fait de travaux ni de déclaration particulière, je n'ai pas de nouvelle salle de bain, et pourtant, en moyenne, alors ça ce sont les résultats qu'on a par les contributions qu'on a reçues, on a établi une moyenne à 13% d'augmentation, rien que de la base, avant même l'application des taux. Et puis je rappelle que la commune de Grenoble, quand on compare la moyenne nationale de 2,3 mois de loyer qui représente la taxe foncière, à Grenoble c'est plutôt 3 mois et demi, et donc ça vient se surrajouter, et là les propriétaires n'en peuvent plus, qu'ils soient bailleurs ou occupants. Faut-il s'attendre à une hausse de la fiscalité l'année prochaine sur le logement justement ? Alors sur le logement, on peut s'y attendre. Il y a toujours ces facteurs d'inquiétude, l'activation de taux métropolitains, de nouvelles taxes. On a les taxes GEMAPI par exemple pour les inondations qui va être activée à Paris. On a les taxes spéciales, on a cette recherche de base. Et comme la révision générale des bases a été repoussée si loin, une nouvelle question se pose sur le cas de l'Isère qui pourrait se démultiplier dans beaucoup de départements via des conventions. Il semblerait que des conventions soient passées entre les élus locaux, les associations d'élus locaux et les services de Bercy pour être dans cette recherche de matière fiscale. Et les géomètres du cadastre semblent avoir de nouvelles missions de recherche de matière fiscale aussi. On l'a vu dans un reportage récemment sur une chaîne de la télévision française. À propos justement de rapport entre propriétaires, les bailleurs et les locataires, il y a le rapport Nogal sur le logement qui souhaite parmi ses propositions qu'il y ait de rétablir une sorte de confiance entre propriétaires et locataires, et il demande notamment que le dépôt de garantie passe à un organisme d'État, que ce soit à part, un petit peu comme au Royaume-Uni, ce dépôt de garantie qui ne serait plus donné du locataire vers le propriétaire bailleur, mais directement à un organisme à part. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors ce qu'on en pense, c'est qu'on aurait bien aimé être concerté sur cette proposition. Ah, vous n'avez pas été... Parce qu'on a été concerté effectivement sur le rapport, on a fait des propositions, on a discuté avec le député Michaël Nogal, ça s'est très bien passé, sauf qu'à aucun moment il nous a parlé de la séquestration, de la ponction, de la confiscation du dépôt de garantie. Et ça, je peux vous dire que c'est presque encore pire que la taxe foncière. C'est tout à fait irrationnel, sauf que les propriétaires nous ont dit « touchez pas au Grisby ». Et je ne ferai pas la suite de la phrase. Mais effectivement, la séquestration, la confiscation de ce dépôt de garantie est un facteur important d'inquiétude pour les propriétaires. C'est un peu le dernier avantage qu'ils peuvent avoir par rapport aux locataires dans l'équilibre des rapports locatifs. Et quand on veut rétablir la confiance entre un propriétaire et un locataire et qu'on propose quelque chose qui vient faire perdre du pouvoir, perdre de l'équilibre dans les relations aux propriétaires, on passe complètement à côté de la mission. Ce qu'on dit, c'est que pour le moment, c'est non.
les propriétaires ne sont pas du tout prêts à laisser ce dépôt de garantie et ils sont vraiment très remontés contre cette proposition qui, on l'espère, n'apparaîtra jamais dans aucun projet de loi. Donc ça, vous êtes contre, on a bien compris. Sur l'encadrement des loyers, notamment à Paris, est-ce que vous avez déjà un premier bilan ou Alors la procédure est en cours, Ouais. on a appris la patience, puisque la dernière fois on a dû attendre 3 ans avant qu'il y ait une issue à la décision d'annulation d'ailleurs de l'encadrement des loyers à Paris. Ce que l'on dit, c'est que nous on est dans une démarche un peu plus positive, c'est qu'on aimerait travailler davantage sur l'offre locative à Paris, comment on loge les classes moyennes, notamment avec le travail sur le logement intermédiaire. On a d'un côté le parc HLM qui est vivant et c'est tant mieux, on a le marché libre et il doit être tout à fait libre. Et entre les deux, il faut impérativement que l'on travaille sur quelque chose d'intermédiaire et mobiliser l'investissement privé, les propriétaires privés, pour mettre en place des logements sur le marché d'habitation à Paris, afin que l'offre locative soit davantage développée et qu'elle ne disparaisse pas au fur et à mesure. Par exemple avec de l'investissement de grand luxe, des logements qui sont des résidences secondaires et qui ne sont pas utilisés tout au long de l'année, qu'il ne faut absolument pas taxer parce que par essence ces résidences sont secondaires et ça ne les fera pas revenir sur le marché si elles sont taxées. Mais il y a un vrai faisceau de développement dans des conditions qu'on pourra exposer plus longuement, où on peut développer le logement intermédiaire pour loger les classes moyennes, les ménages à Paris, qui effectivement s'en vont, et ce qui est un drame pour Paris, qui ne doit pas devenir une ville musée et une ville de grands riches traders ou autres qu'on récolterait de la City. Oui. Et pour terminer, le logement qui sera au cœur des municipales, évidemment, sans doute l'année prochaine. Alors effectivement, nous c'est un sujet qu'on porte très fortement au niveau des municipales. On va alerter les maires, on lance un grand appel aux maires et aux candidats, en tout cas aux candidats aux mairies, à signer une charte d'engagement, de modération fiscale, de plafonnement des taux et même de compensation de l'augmentation de la revalorisation des bases, une sorte de grand moratoire sur la fiscalité pour ne plus qu'elle augmente, parce qu'on ne peut pas conserver cette trajectoire de 35% en 10 ans. Et donc on va écrire à tous les candidats au fur et à mesure qu'ils se déclarent pour que cette thématique de la fiscalité locale et donc du logement, qui est très lié, rentre dans les débats des municipales. C'est vraiment très important. Pierre Authus, merci beaucoup. Merci à vous. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.